Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Donc, bienvenue au foyer de Neudorf pour cette représentation de On ne badine pas avec l'amour, jouée par 11 élèves de S6 FR de l'école européenne. La représentation dure 1h50. 1h50 sans entracte, d'accord? Vous êtes cordialement invités, après le spectacle, à consommer des boissons au bar. Et une dernière remarque, quelqu'un en payant a oublié les clés d'un antivol vélo sur la table de la caisse. Ce sont 2 petites clés noires, qu'il y pense, qu'il aille les rechercher avant de quitter la salle. Voilà, bon spectacle, bonne soirée. Anne-Sophie, Lisa, où êtes-vous? Anne-Sophie, Lisa. Allumons. Cela sera plus facile. Anne-Sophie, Lisa. J'ai horreur de ces jeux de gamines. Mais pourquoi faut-il toujours qu'elles inventent des jeux aussi stupides? Ah! Lara, Ça va, Lara? Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Qu'est-ce que c'est que tout ce bastingue? Dans quelle histoire êtes-vous encore en train de m'embarquer? regarde, on dirait des portraits d'Alfred de Musset et de George Sand. Et ici, il y a une biographie et des lettres de des écrivains. Et ici, il y a... Donne-moi ça. Correspondance entre Alfred de Musset et Amandine Aurore Lucie Dupin, alias George Sand. Mais donne-moi ça que je te dis. Les 2 écrivains se rencontrent par hasard, à l'occasion d'un dîner d'artistes. Leur correspondance commence aussitôt. L'été et l'automne 1833 prennent pour les amants l'allure d'une parenthèse enchantée. Alfred et Georges ne se quittent plus. Ensemble, ils écrivent, se lisent leurs textes, s'inspirent mutuellement. Alfred dessine sa maîtresse en pantoufles, en train de fumer le hookah, ou debout de 3/4, un éventail à la main. Mais lâche-moi. En décembre, il décide de partir pour l'Italie. La suite est bien connue. Sand est cloué au lit par une forte dysenterie, tandis que Musset court les bordels et les tripots vénitiens. Quand il tombe sérieusement malade à son tour, elle se jette à la tête du jeune médecin appelé à son chevet. Sans Georges, Alfred quitte Venise en mars 1834. Oui, et c'est à ce moment-là qu'il lui écrit cette lettre. Il vient d'arriver à Genève. Nous sommes le 4 avril 1834. Écoutez ceci. Mon Georges chéri, je suis à Genève. Je t'aime encore d'amour, Georges. Dans 4 jours, il y aura 300 lieues entre nous. Pourquoi ne parlerais-je pas franchement? À cette distance-là, il n'y a plus ni violence ni attaque de nerfs. Je t'aime, je te sais auprès d'un homme que tu aimes. Et cependant, je suis tranquille. Les larmes coulent abondamment sur mes mains, tandis que je t'écris. Mais ce sont les plus douces, les plus chères larmes que j'ai versées. Je suis tranquille. Ce n'est pas un enfant épuisé de fatigue qui te parle ainsi. Je t'ai rendue si malheureuse, et quel malheur plus terrible n'ai-je pas encore été sur le point de te causer. Je le verrai longtemps, mon Georges, ce visage pâli par l'éveil qui s'est penché 18 nuits sur mon chevet. Je te verrai longtemps dans cette chambre funeste où tant de larmes ont coulé. Pauvre Georges, pauvre cher enfant, tu t'étais trompé, tu t'es cru ma maîtresse, tu n'étais que ma mère. Le ciel nous avait fait l'un pour l'autre, mais l'étreinte a été trop forte. C'est un inceste que nous commettions. Écris-moi, mon Georges, que mon amitié ne te soit jamais importune. Respecte-la, cette amitié plus ardente que l'amour. C'est tout ce qu'il y a de bon en moi. Pense à cela. C'est l'ouvrage de Dieu. Tu es le fil qui me rattache à lui. Pense à la vie qui m'attend. Et moi, j'ai trouvé la réponse envoyée par George Sand depuis Venise
le 15 avril 1834. Écoutez. J'étais dans une affreuse inquiétude, mon cher ange. Enfin, j'ai reçu ta lettre de Genève. Oh, que je te remercie, mon enfant. Qu'elle est bonne et qu'elle m'a fait du bien. Est-ce bien vrai que tu n'es pas malade, que tu es fort, que tu ne souffres pas? Je crains toujours que par affection, tu ne m'exagères cette bonne santé. Ne crois pas, Alfred, que je puisse être heureuse avec la pensée d'avoir perdu ton cœur, que j'ai été ta maîtresse ou ta mère, peu importe, que je t'ai inspiré de l'amour ou de l'amitié, que j'ai été heureuse ou malheureuse avec toi. Tout cela ne change rien à l'état de mon âme à présent. Je sais que je t'aime, et c'est tout. Oh, mon enfant, que j'ai besoin de ta tendresse et de ton pardon. Ne parle pas du mien, ne me dis jamais que tu as eu des tendres envers moi. Qu'en sais-je? Je ne me souviens plus de rien. Sinon, que nous aurons été bien malheureux et que nous nous sommes quittés, sans ta jeunesse et la faiblesse que tes larmes m'ont causée. Un matin, nous serions restés frères et sœurs. Nous savions que cela nous convenait. Nous avons été amants, nous nous connaissons jusqu'au fond de l'âme. Tant mieux, tu as raison. Notre embrassement était un inceste, mais nous ne le savions pas. Nous le jetions innocemment et sincèrement dans le sein l'un de l'autre. Adieu, adieu mon cher petit enfant. Écris-moi bien souvent, je t'en supplie, Georges. Arrive donc l'épilogue de la relation entre Alfred et Georges. En août, la jeune femme regagne Paris en compagnie de Pietro Pagello, qu'elle abandonne aussitôt pour rejoindre ses enfants dans le Berry. Les amants se revoient, se pardonnent, reprennent pour quelques mois une liaison passionnée, se séparent à nouveau. Regarde, une pièce de théâtre. On ne badine pas avec l'amour. Sur sa mule fringante, Messire Blasius s'avance dans les buées fleuries, vêtu de neuf, un écritoire aux côtés. Comme un poupon sur l'oreiller, il se ballotte sur son ventre rebondi, et, les yeux à demi fermés, il marmotte un paternoster dans son triple menton. Que ceux qui veulent apprendre une nouvelle d'importance m'apportent ici premièrement un verre de vin frais. Voilà notre plus grand duquel. Buvez, maître Blasius. Le vin est bon, vous parlerez après. Vous saurez, mes enfants, que le jeune Perdicant, fils de notre Seigneur, vient d'atteindre sa majorité et qu'il est reçu docteur à Paris. Il revient aujourd'hui même au château, la bouche toute pleine, de façon de parler si belle et si fleurie qu'on ne sait que lui répondre les trois quarts du temps. Ah, toute sa gracieuse personne est un livre d'or. Il ne voit pas un brin d'herbe à terre, qu'il ne vous dise comment cela s'appelle en latin. Et quand il fait du vent ou qu'il pleut, il vous dit tout clairement pourquoi. Vous ouvriez des yeux grands comme la porte que voilà, de le voir dérouler un des parchemins qu'il a colorié d'encre de toutes couleurs
de ses propres mains et sans rien dire à personne. Enfin, c'est un diamant fin, des pieds à la tête. Et voilà ce que je viens annoncer à monsieur le baron. Vous sentez que cela me fait quelque honneur, à moi qui suis son gouverneur depuis l'âge de 4 ans. Ainsi donc, je ne serais pas fâché de boire encore une gorgée avant d'entrer. Buvez, maître Blasius, et reprenez vos esprits. Nous avons vu naître le petit Perdican. Il n'était pas besoin, du moment qu'il arrive, de nous en dire si long. Puissions-nous retrouver l'enfant dans le cœur de l'homme. Ma foi, mais tu allais vite. On ne sait pas avoir tout bu. Adieu. J'ai préparé sur la route 2 ou 3 phrases sans prétention qui plairont à monseigneur. Je vais tirer la cloche. Durement cahoté sur son âne essoufflé, Dame Pluche gravit la colline. Son écuyer transi, gourdine à tour de bras le pauvre animal, qui hoche la tête, un chardon entre les dents. Ses longues jambes maigres trépignent de colère, tandis que, de ses mains osseuses, elle égratigne son chapelet. Bonjour donc, Dame Pluche. Vous arrivez comme la fièvre, avec le vent qui fait jaunir les bois. Un verre d'eau, canaille, que vous êtes! Un verre d'eau et un peu de vinaigre! D'où venez-vous, Pluche mamie? Vos faux cheveux sont couverts de poussière. Voilà un toupet de gâté et votre chasse-robe est retroussée jusqu'à vos vénérables jarretières. Sachez maintenant que la belle Camille, la nièce de votre maître, arrive aujourd'hui au château. Elle a quitté le couvent sur l'ordre express de Monseigneur pour venir en son temps et lieu recueillir, comme faire se doit, le bon bien qu'elle a de sa mère. Son éducation, Dieu merci, est terminée, et ceux qui la verront auront la joie de respirer une glorieuse fleur de sagesse et de dévotion. Jamais il n'y a rien eu de si pur, de si ange, de si agneau et de si colombe que cette chère nonna. Que le Seigneur Dieu du ciel la conduise. Ainsi soit-il. Rendez-vous, canaille. Je sens que j'ai les jambes enflées. Défrippez-vous, honnête Pluche, et quand vous priez Dieu, demandez de la pluie. Vos blés sont secs comme le tibia. Vous m'avez apporté de l'eau dans une écuelle qui sent la cuisine. Aidez-moi à me relever. Vous êtes des butards et des malades. Allons, et préparons-nous. Attendons que le baron nous fasse appeler. Ou je me trompe fort, ou quelques joyeuses bombances est dans l'air d'aujourd'hui. Maître Bridon est arrivé. Ah, Maître Briden, vous voilà. Vous êtes mon ami. Je vous présente Maître Blasius, gouverneur de mon fils. Mon fils a eu hier matin, à midi 8 minutes, 21 ans comptés. Il est docteur à 4 boules blanches. Maître Blasius,
je vous présente Maître Briden, curé de la paroisse. C'est mon ami. À 4 boules blanches, Seigneur. Littérature, botanique, droit romain et droit canon. Allez à votre chambre, cher Blasius. Mon fils ne va pas tarder à paraître. Faites un peu de toilette. Et revenez au coup de la cloche. Sire. Vous dirais-je de ma pensée, monseigneur, le gouverneur de votre fils sent le vin à pleine bouche. Cela est impossible. J'en suis sûr comme de ma vie. Il m'a parlé de portrait tout à l'heure. Il sentait le vin à faire peur. Je vous répète que cela est impossible. Ah, vous voilà, bonne dame Pluche. Ma nièce est sans doute avec vous. Elle me suit, monseigneur. Je l'ai devancée de quelques pas. Maître Briden, vous êtes mon ami. Je vous présente la dame Pluche, gouvernante de ma nièce. Ma nièce est depuis hier, à 7 heures de nuit, parvenue à l'âge de 18 ans. Elle sort du meilleur couvent de France. Dame Pluche, je vous présente Maître Briden, curé de la paroisse. C'est mon ami. Du meilleur couvent de France, Seigneur. Je puis ajouter la meilleure chrétienne du couvent. Allez, Dame Pluche, préparez le désordre, vous voilà. Ma nièce ne va pas tarder à paraître, j'espère. Soyez prête à l'heure du dîner. Cette vieille damoiselle paraît tout à fait pleine d'onction. Pleine d'onction et de componction, Maître Briden. Sa vertu est inattaquable. Mais le gouverneur sent le vin. J'en ai la certitude. Maître Briden, il y a des moments où je doute de votre amitié. Prenez-vous à tâche de me contredire. Pas un mot de plus là-dessus, voulez-vous? J'ai formé le dessein de marier mon fils avec ma nièce. C'est un couple assorti. Leur éducation me coûte 6000 écus. Il sera nécessaire d'obtenir des dispenses. Je les ai, Briden. Elles sont sur ma table, dans mon cabinet. Oh, mon ami, apprenez maintenant que je suis plein de joie. Vous savez que j'ai eu de tout temps la plus profonde horreur de la solitude. Cependant, la place que j'occupe et la gravité de mon habit m'obligent à rester dans ce château pendant 3 mois d'hiver et 3 mois d'été. Il est impossible de faire le bonheur des hommes en général et de ses vassaux en particulier, sans donner parfois à son valet de chambre l'ordre rigoureux de ne laisser rentrer personne. Il est austère et difficile, le recueillement de l'homme d'État. Et quel plaisir ne trouverais-je pas à tempérer par la présence de mes 2 enfants réunis la sombre tristesse à laquelle je dois nécessairement être en proie depuis que le roi m'a nommé receveur. Le mariage se fera-t-il ici ou à Paris? Voilà où je vous attendais, Briden. Eh bien, mon ami, que diriez-vous si ces mains que voilà, oui, Briden, vos propres mains, ne les regardez pas d'une manière aussi piteuse, étaient destinées à bénir solennellement l'heureuse confirmation de mes rêves les plus chers. Je me tais. La reconnaissance me ferme la bouche. Regardez par cette fenêtre. Ne voyez-vous pas que mes gens se portent en foule à la grille? Les 2 enfants arrivent en même temps. Voilà la combinaison la plus heureuse. J'ai disposé les choses de manière à tout prévoir. Ma nièce sera introduite par cette porte à gauche et mon fils par cette porte à droite. Qu'en dites-vous? Je me fais une joie de voir ce qu'ils se diront, comment ils s'aborderont. Ces enfants s'aimaient d'ailleurs fort tendrement dès le berceau. 6000 écus ne sont pas une bagatelle, il ne faut pas s'y tromper. Briden, il me vient une idée. Laquelle? Pendant le dîner, sans avoir les toucher, vous comprenez, mon ami, tout en vidant quelques coupes joyeuses, vous savez le latin, Briden. Et t'as d'épaule par Dieu, si je le sais. Je serais bien aise de vous voir entreprendre ce garçon devant sa cousine. Faites-le parler un peu latin, cela ne peut produire qu'un bon effet. Non pas précisément pendant le dîner, cela deviendrait fastidieux, et quant à moi, je n'y comprends rien. Mais au dessert, entendez-vous? Si vous n'y comprenez rien, monseigneur, il est probable que votre nièce est dans le même cas. Ne voulez-vous pas qu'une femme admire ce qu'elle comprend? Où sortez-vous, Briden? Voilà un raisonnement qui fait pitié. Je connais peu les femmes, mais il me semble difficile qu'on admire ce qu'on ne comprend pas. Je les connais, Briden. Je connais ces êtres charmants et indéfinissables. Et soyez persuadés, elles aiment
avoir de la poudre dans les yeux, et que plus on leur en jette, plus elles les écarquillent, afin d'en gober davantage. Ah, bonjour mes enfants, bonjour ma chère Camille, mon cher Perdican, embrassez-moi. Et embrassez-vous. Bonjour mon père, ma sœur, bien-aimée. Quel bonheur, que je suis heureux. Mon père et mon cousin, je vous salue. Comme te voilà, grande Camille, et belle comme le jour. Quand as-tu quitté Paris, Perdican? Mercredi, je crois, ou mardi. Comme te voilà, métamorphosée en femme. Je suis donc un homme, moi. Il me semble que c'était hier que je t'ai vu, pas plus haute que cela. Eh bien, Camille, embrasse ton cousin. Excusez-moi. Un compliment vaut un baiser. Embrasse-la, Perdican. Si ma cousine recule devant moi quand je lui tends la main, je vous dirai à mon tour, excusez-moi. L'amour peut voler un baiser, mais non pas l'amitié. L'amitié ni l'amour ne peuvent recevoir que ce qu'ils peuvent rendre. Voilà un commencement de bien mauvais augure. Trop de pudeur est sans doute un défaut. Mais le mariage lève bien des scrupules. Je suis choqué, blessé. Cette réponse m'a déplu. Excusez-moi. Avez-vous vu qu'elle a fait mine de se signer? Venez ici que je vous parle. Ce moment, qui devait m'être si doux, est complètement gâté. Je suis vexé, piqué. Diable, voilà qui est fort mauvais. Dites-leur quelques mots. Les voilà qui se tournent le dos. Eh bien, mes enfants, que faites-vous donc? Camille, que fais-tu donc là, devant cette tapisserie? Voilà un beau portrait, mon oncle. N'est-ce pas une grand-tante à nous? Oui, mon enfant, c'est ta bisaïeule, ou du moins la sœur de ton bisaïeul, car la chère dame n'a jamais concouru pour sa part, je crois, autrement qu'en prière à l'accroissement de la famille. C'était ma foi une sainte femme. Oh oui, une sainte. C'est ma grand-tante Isabelle. Comme ce costume religieux lui va bien. Et toi, Perdican, que fais-tu donc là, devant ce pot de fleurs? Voilà une fleur charmante, mon père. C'est un tournesol. Te moques-tu? Elle est grosse comme une mouche. Ah, cette petite fleur grosse comme une mouche a bien son prix. Sans doute. Le docteur a raison. Demandez-lui à quel sexe, à quelle classe elle appartient, de quels éléments elle se forme, d'où lui viennent sa sève et sa couleur. Il vous ravira à l'extase en vous détaillant les phénomènes de ce brin d'herbe, de la racine jusqu'à la fleur. Je n'en sais pas si long, mon révérend. Je trouve qu'elles sont bon. Voilà tout. Eh bien, allons manger. Plusieurs choses me divertissent et excitent ma curiosité. Venez, mes amis, et asseyons-nous sous ce noyer. Deux formidables dîneurs sont en ce moment en présence au château. Maître Bruden et Maître Blasius. N'avez-vous pas fait une remarque? C'est que lorsque deux hommes, à peu près pareils, également gros, également sots, ayant les mêmes vices et les mêmes passions, viennent par hasard à se rencontrer, il faut nécessairement qu'ils s'adorent ou qu'ils s'exècrent. Par la raison que les contraires s'attirent, qu'un homme grand et desséché aimera un homme petit et rond, que les blonds recherchent les bruns, et réciproquement, je prévois une lutte secrète entre le gouverneur et le curé. Tous deux sont armés d'une égale impudence. Tous deux ont pour ventre un tonneau. Non seulement ils sont gourmets, mais ils sont gloutons. Tous deux se disputeront à dîner. Non seulement la quantité, mais la qualité. Si le poisson est petit, comment faire? Et dans tous les cas, une langue de carpe ne peut se partager et une carpe ne peut avoir de langue. Item, tous deux sont bavards. Mais à la rigueur, ils peuvent parler ensemble sans s'écouter ni l'un ni l'autre. Déjà, Maître Briden a voulu adresser au jeune Perdican plusieurs questions pédantes, et le gouverneur a froncé le sourcil. Il lui est désagréable qu'un autre que lui semble mettre une élève à l'épreuve. Item, tous deux sont aussi ignorants, l'un que l'autre.
Item, tous deux sont prêts. L'un se targuera de sa cure, l'autre se rengorgera dans sa charge de gouverneur. Maître Blasius confesse le fils et Maître Briden le père. Déjà, je les vois accoudés sur la table, les joues enflammées, les yeux à fleur de tête, secoués pleins de haine leur triple menton. Ils se regardent de la tête aux pieds, ils préludent par de légères escarmouches. Bientôt, la guerre se déclare. Les cuisseries de toute espèce se croisent et s'échangent. Et pour comble de malheur, entre les deux ivrognes, s'agite Dampuche, qui les pousse l'un et l'autre de ses coudes affilés. Maintenant que voilà le dîner fini, on ouvre la grille du château. C'est la compagnie qui sort. Retirons-nous à l'écart. Vénérable Pluche, je suis peiné. Est-il possible, monseigneur? Oui, Pluche, cela est possible. J'avais écrit depuis longtemps, j'avais compté, j'avais même écrit sur mes tablettes de poche que ce jour devait être le plus agréable de mes jours. Oui, bonne dame, le plus agréable. Vous n'ignorez pas que mon dessein était de marier mon fils avec ma nièce. Cela était convenu. J'en avais parlé à Briden. Et pourtant, je crois voir que ces enfants se parlent froidement. Ils ne se sont pas dit un mot. Et voilà qu'ils viennent, monseigneur. Sont-ils prévenus de vos projets? Je leur en ai touché quelques mots en particulier. Je crois qu'il serait bon, puisque les voilà réunis, de nous asseoir sous cet ombrage propice, de les laisser ensemble un instant. Sais-tu que cela n'a rien de beau, Camille, de m'avoir refusé un baiser? Je suis comme cela, c'est ma manière. Veux-tu mon bras pour faire un tour de village? Non, je suis lasse. Cela ne te ferait pas plaisir de revoir la prairie? Te souviens-tu de nos parties en bateau? Viens, nous descendrons jusqu'au moulin. Je tiendrai les rames et toi mon gouvernail. J'en ai nulle envie. Tu me fends l'âme, Camille. Quoi? Pas un souvenir? Pas un battement de cœur pour notre enfance? Pour tout ce bon temps passé, si bon, si doux, si plein de niaiseries délicieuses? Tu ne veux pas revoir le sentier par où nous allions à la ferme? Non, pas ce soir. Pas ce soir? Et quand donc? Toute notre vie est là. Je ne suis ni assez jeune pour m'amuser de mes poupées, ni assez vieille pour aimer mon passé. Comment dis-tu cela? Je dis que les souvenirs d'enfance ne sont pas de mon goût. Cela t'ennuie? Oui, cela m'ennuie. Pauvre enfant, je te plains sincèrement. Vous le voyez et vous l'entendez, excellente Pluche. Je m'attendais à la plus suave harmonie, et il me semble assister à un concert où le violon joue Mon cœur soupire, pendant que la flûte joue Vive Henri IV. Songez à la discordance affreuse que pareille combinaison produirait. Voilà pourtant ce qui se passe dans mon cœur. Je l'avoue, il m'est impossible de blâmer Camille. Mais il n'est rien de plus mauvais ton, à mon sens, que les parties de bateau. Parlez-vous sérieusement? Seigneur, une jeune fille qui se respecte ne se hasarde pas sur les pièces d'eau. Mais observez donc, dame Pluche, que son cousin Les doit convenances l'épouser. défendent de tenir un gouvernail. Il est malséant de quitter la terre ferme seul avec un jeune homme. Mais je répète, je vous dis. C'est là mon opinion. En vérité, vous me feriez dire, il y a certaines expressions qui vous me donnent envie de... Vous êtes une pécore, Pluche. Je le sais, que pensez de vous? Bonjour mes amis. Me reconnaissez-vous? Seigneur, vous ressemblez à un enfant que nous avons beaucoup aimé. N'est-ce pas vous qui m'avez porté sur votre dos pour passer les ruisseaux dans vos prairies? Et vous qui m'avez laissé danser sur vos genoux? Vous qui m'avez porté en croupe sur vos chevaux robustes? Et vous tous qui vous êtes serrés quelquefois autour de votre table pour me laisser une place au souper à la ferme? Nous nous en souvenons, Seigneur. Vous étiez bien le plus mauvais garnement et le meilleur garçon de la terre. Alors, pourquoi ne m'embrassez-vous pas, au lieu de me saluer comme un étranger? Que Dieu te bénisse, enfant de nos entrailles. Chacun de nous voudrait te prendre dans ses bras. Mais nous sommes vieilles, monseigneur, et vous êtes un homme. Oui, cela fait 10 ans que je ne vous ai vu. Et en un jour, tout change sous le soleil. Je me suis élevé de quelques pieds vers le ciel, et vous vous êtes courbé de quelques pouces vers le tombeau. Vos têtes ont blanchi. Vos pas sont devenus plus lents,
et vous ne pouvez plus soulever de terre votre enfant d'autrefois. C'est donc à moi d'être votre père, à vous qui avez été les miens. Voilà donc ma chère vallée. Voilà mes noyers, mes sentiers verts. Voilà mes jours passés encore tout pleins de vie. Voilà le monde mystérieux des jours de mon enfance. Oh, patrie, patrie. Mot incompréhensible. L'homme n'est-il donc né que pour un coin de terre, pour y bâtir son nid et pour y vivre un jour? On nous a dit que vous êtes un savant, monseigneur. Oui, on me l'a dit aussi. Les sciences sont une belle chose, mes enfants. Ces arbres et ces prairies enseignent les plus belles de toutes. L'oubli de ce que l'on sait. Il s'est fait plus d'un changement pendant votre absence. Il y a des filles mariées et des garçons partis pour l'armée. Vous me conterez tout cela. Je m'attends bien à du nouveau. Mais, en vérité, je n'en veux pas encore. Comme ce lavoir est petit. Autrefois, il me paraissait immense. J'avais emporté dans ma tête des océans et des forêts, et je retrouve des gouttes d'eau et des brins d'herbe. Quelle est donc cette jeune fille qui chante à sa croisée derrière les arbres? C'est Rosette, la sœur de lait de votre cousine Camille. Descends vite, Rosette, et viens ici. Oui. Monseigneur? Tu me voyais de la fenêtre et tu ne descendais pas? Méchante fille. Donne-moi vite cette main-là et ces joues-là que je t'embrasse. Oui, monseigneur. Es-tu mariée, petite? On m'a dit que tu l'étais. Oh non. Pourquoi cela? Tu es la plus belle fille du village. Nous te marierons, mon enfant. Monseigneur, elle veut mourir fille. Est-ce vrai, Rosette? Oh non. Ta sœur Camille est arrivée. L'as-tu vue? Elle n'est pas encore passée par ici. Va-t'en vite, lettre ta robe neuve et viens souper au château. Seigneur, j'ai un mot à vous dire. Le curé de la paroisse est un ivrogne. Si donc, cela ne se peut pas. Si, j'en suis certain. Il a bu à dîner 3 bouteilles de vin. Cela est exorbitant. Et en sortant de table, il a marché sur le plate-bande. Sur les plates-bandes, voilà qui est étrange. Boire 3 bouteilles de vin à dîner, marcher sur les plates-bandes. Et pourquoi ne marchait-il pas dans l'allée? Parce qu'il allait de travers. Oh, je commence à croire que Blasius, comme Riden avait raison ce matin. Ce Blasius sent le vin d'une manière horrible. De plus, il a mangé beaucoup. Sa parole était embarrassée. Vraiment, je l'ai remarqué aussi. Il a lâché quelques mots latins, c'était autant de solécisme. Seigneur, c'est un homme dépravé. Ce Blasius a une odeur qui est intolérable. Apprenez, gouverneur, que j'ai bien autre chose en tête, et que je ne me mêle jamais ni de ce qu'on boit, ni de ce qu'on mange. Je ne suis point un majordome. À Dieu ne plaise que je vous déplaise, monsieur le baron. Votre vin est bon. Il y a de bon vin dans mes caves. Seigneur, votre fils est sur la place, suivi de tous les polissons du village. C'est impossible. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il ramassait des cailloux pour faire des ricochets. Des ricochets. Ma tête s'égare. Voilà mes idées qui se bouleversent. C'est un rapport insensé que vous me faites là, Brunel. Il Mettez-vous est à... inouï qu'un docteur fasse des ricochets. Vous le verrez de vos propres yeux. Oh ciel, Blasius a raison. Brunel va de travers. Regardez, le voilà, au bord du lavoir. Il tient sous le bras une jeune paysanne. Une jeune paysanne? Mon fils vient-il ici pour débaucher mes vassals? Une paysanne sous son bras? Et tous les gamins du village autour de lui? Je me sens hors de moi. Sur le cri vengeance. Tout est perdu. Perdu sans ressources. Briden va de travers. Blasius sent le vin à faire horreur. Et mon fils séduit toutes les filles du village en faisant des ricochets.
Seigneur, votre père est au désespoir. Pourquoi cela? Vous n'ignorez pas qu'il a déformé le projet de vous unir, vous, à votre cousine Camille. Eh bien, je ne demande pas mieux. Cependant, le baron aura remarqué que vos caractères ne s'accordent pas. Eh bien, je ne puis refaire le mien. Vous par là, ce mariage est impossible. Je vous répète que je ne demande pas mieux que d'épouser Camille. Allez voir le baron et dites-lui cela de ma part. Seigneur, je me retire. Voilà votre cousine qui vient de ce côté. Déjà levé, cousine? J'en suis toujours pour ce que je t'ai dit hier. Tu es jolie comme un cœur. Parlons sérieusement, Père Dican. Votre père veut nous marier. Je ne sais ce que vous en pensez. Je crois bien faire en vous prévenant que mon parti est pris là-dessus. Tant pis pour moi si je vous déplais. Pas plus qu'un autre. Je ne veux pas me marier. Il n'y a rien là dont votre orgueil doive souffrir. L'orgueil n'est pas mon fait. Je n'en estime ni les joies ni les peines. Je suis venue ici pour recueillir le bien de ma mère. Je retourne demain au couvent. Il y a de la franchise dans ta démarche. Touche-la et soyons bons amis. Je n'aime pas les attouchements. Donne-moi ta main, Camille, je t'en prie. Que crains-tu de moi? Tu ne veux pas qu'on nous marie? Eh bien, nous ne nous marions pas. Est-ce une raison pour nous haïr? Ne sommes-nous pas le frère et la sœur? Lorsque ta mère a ordonné ce mariage dans son testament, elle a voulu que notre amitié fût éternelle. Voilà tout ce qu'elle a voulu. Pourquoi nous marier? Voilà ta main, et voilà la mienne. Et pour qu'elle reste unie ainsi jusqu'au dernier soupir, crois-tu qu'il nous faille un prêtre? Nous n'avons besoin que de Dieu. Je suis bien aise que mon refus vous soit indifférent. Il ne m'est point indifférent, Camille. Ton amour lui donnait la vie, mais ton amitié m'en consolera. Hier, tu as refusé de faire un tour de jardin parce que tu voyais en moi un mari dont tu ne voulais pas. Reste ici quelques jours et laisse-moi espérer que notre amitié passée n'est pas morte à jamais dans ton cœur. Je suis obligée de partir. Pourquoi? C'est mon secret. En aimes-tu un autre que moi? Non, mais je veux partir. Irrévocablement? Oui, irrévocablement. Eh bien, adieu. J'aurais bien voulu m'asseoir et causer de bonne amitié sous les petits marronniers. Mais si cela te déplaît, n'en parlons plus. Adieu, mon enfant. Dame Pluche? Dame Pluche? Oui, Tout est-il prêt? Partirons demain? Mon tuteur a-t-il fini ses comptes? Oui, chère colombe sans tache. Le baron m'a traité de pécore hier soir et je suis enchantée de partir. Tenez, voilà un mot d'écrit que vous porterez avant dîner de ma part à mon cousin Perdican. Seigneur, mon Dieu, est-ce possible? Vous écrivez un billet à un homme? Ne dois-je pas être sa femme? Je puis bien écrire à mon fiancé. Le seigneur Perdican sort d'ici. Que pouvez-vous lui écrire? Votre fiancé miséricorde. Serait-il vrai que vous oubliez Jésus? Faites ce que je vous dis et disposez tout pour notre départ. Cela est certain. On me donnera encore aujourd'hui la place d'honneur. Cette chaise que j'ai occupée si longtemps à la droite du baron sera la proie du gouverneur. Oh, malheureux que je suis, un âne batté, un ivrogne sans pudeur me relègue au bas bout de la table. Le majordome y versera le premier verre de Malaga. Et lorsque les places arriveront à moi, ils seront à moitié froids. Et les meilleurs morceaux déjà avalés. Il ne restera plus autour des perdreaux, ni choux, ni carottes.
Ô sainte Église catholique, qu'on ait donné cette place hier, cela se concevait. Il venait d'arriver. C'était la première fois depuis nombre d'années qu'il s'asseyait à cette table. Dieu, comme il dévorait. Non, rien ne me restera que des os et des pattes de poulet. Je ne souffrirai pas cet affront. Adieu, vénérable fauteuil, où je me suis effondré tant de fois, gorgé de mets succulents. Adieu, bouteille cachetée, fumée sans pareil, de vénaison cuite à point. Adieu, table splendide, noble sol à manger. Je ne dirai plus de bénédicité. Je retourne à ma cure. On ne me verra pas confondu parmi la foule des convives. Et j'aime mieux, comme César, être le premier au village que le second en Rome. Puisque ta mère n'y est pas, viens faire un tour de promenade. Croyez-vous que cela me fasse du bien, tous ces baisers que vous me donnez? Quel mal y trouves-tu? Je t'embrasserai devant ta mère. N'es-tu pas la sœur de Camille? Ne suis-je pas ton frère comme je suis le sien? Des mots sont des mots. Et des baisers sont des baisers. Je n'ai guère d'esprit. Et je m'en aperçois bien si tôt que je veux dire quelque chose. Les belles dames savent leur affaire, selon qu'on leur baise la main droite ou la main gauche. Leur père les embrasse sur le front, leur frère sur la joue, et leurs amoureux sur les lèvres. Moi, tout le monde m'embrasse sur les deux joues, et cela me chagrine. Que tu es jolie, mon enfant. Il ne faut pas non plus vous fâcher pour cela, comme vous paraissez triste ce matin. Votre mariage est donc manqué? Les paysans de ton village se souviennent de m'avoir aimé. Les chiens de la basse-cour s'en souviennent aussi, mais Camille ne s'en souvient pas. Et toi, Rosette, à quand le mariage? Ne parlons pas de cela. Voulez-vous? Parlons du temps qui fait, des fleurs que voilà, de vos chevaux et de mes bonnets. De tout ce qui te plaira, de tout ce qui peut passer sur tes lèvres sans leur ôter ce sourire céleste que je respecte plus que ma vie. Vous respectez mon sourire, mais vous ne respectez guère mes lèvres. Regardez donc. Voilà une goutte de pluie qui me tombe sur la main, et cependant, le ciel est pur. Pardonne-moi. Que vous ai-je fait pour que vous pleuriez? Seigneur, j'ai un mot singulier. Tout à l'heure, j'étais par hasard dans l'office, je veux dire, dans la galerie. Oui, j'étais ferme dans l'office. J'étais donc dans la galerie. J'avais trouvé par accident une bouteille, je veux dire une carafe d'eau. Comment aurais-je trouvé une bouteille dans l'office? J'étais donc en train de boire un coup de vin pour passer le temps. Et je regardais entre deux vases de fleurs qui me paraissaient d'un goût moderne, bien qu'il soit imité de l'étrusque. Quelle insupportable manière de parler vous avez adoptée, Blasius. Vos discours sont inexplicables. Écoutez-moi, Seigneur, prêtez-moi un moment d'attention. Tandis que je regardais par la fenêtre, ne vous impatientez pas, au nom du ciel. Il y va de l'honneur de la famille. De la famille! De l'honneur de la famille, Blasius! Blasius! Savez-vous que nous sommes 37 mâles et presque autant de femmes, tant à Paris qu'en province? Permettez-moi de continuer. Tandis que je buvais un coup de vin, je veux dire un verre d'eau pour chasser la digestion tardive, imaginez que je fus passer sous la fenêtre d'un pluche hors d'haleine. Pourquoi hors d'haleine, Blasius? Ceci est insolite. Et à côté d'elle,
rouge de colère, votre nièce, Camille. Qui était rouge de colère? Ma nièce ou Dame Pluche? Votre nièce. Ma nièce rouge de colère. Voilà qui est inouï. Et comment savez-vous que c'était de colère? Elle pouvait être rouge pour 1000 raisons. Elle avait sans doute poursuivi quelques papillons à mon parterre. Je ne puis rien affirmer là-dessus. Cela se peut, mais cependant, elle s'écriait avec force. Allez-y, trouvez-le. Faites ce qu'on vous dit. Vous êtes une sotte. Je le veux. Et tandis qu'elle s'exprimait, elle frappait sur le cou de Dame Pluche avec son éventail. Et elle faisait un soubresaut dans la luzerne à chaque exclamation. Un soubresaut dans la luzerne. Et que répondait la gouvernante aux extravagances de ma nièce? Car cette conduite mérite d'être qualifiée ainsi. La gouvernante répondait je ne veux pas y aller, mais je ne l'ai pas trouvé. Il fait la cour aux filles du village, à des gardeuses de dindons. Je suis trop vieille pour commencer à porter des messages d'amour. Et grâce à Dieu, j'ai vécu les mains pures jusqu'ici. Et tout en parlant, elle froissait entre ses mains un petit papier plié en 4. Je n'y comprends rien. Mes idées s'embrouillent tout à fait. Quelle raison pouvait avoir Dame Pluche pour froisser un papier plié en 4 en faisant des soubresauts dans une luzerne? Je ne puis ajouter foi à de pareilles monstruosités. Ne comprenez-vous pas clairement, Seigneur, ce que cela signifie? Non, en vérité non, mon ami. Je n'y comprends absolument rien. Cela me paraît être une conduite désordonnée, il est vrai, mais sans motif, comme sans excuse. Cela veut dire que votre nièce a une correspondance secrète. Que dites-vous? Pesez vos paroles, monsieur l'abbé. Je les pèserai dans la balance céleste qui pèsera mon âme lors du jugement dernier, que je ne trouverai pas un mot qui sente la fausse monnaie. Votre nièce a une correspondance secrète. Songez donc, mon ami, que cela est impossible. Pourquoi aurait-elle chargé sa gouvernante d'une lettre? Pourquoi aurait-elle crié « Trouvez-le » tandis que l'autre boudait et rechignait? Et à qui était adressée cette lettre? Ah, voilà précisément le hic, monseigneur. Il y a quelques pouces. À qui était adressée cette lettre? À un homme qui fait la cour à une gardeuse de dindons. Or, un homme qui fait la cour publiquement à une gardeuse de dindons peut être soupçonné violemment d'être né pour les garder lui-même. Voilà. Cependant, il est impossible que votre nièce, avec l'éducation qu'elle a reçue, soit éprise d'un pareil homme. Voilà ce que je dis. Et ce qui fait que je n'y comprends rien non plus que vous, révérence parler. Je ne... Au ciel, ma nièce a déclaré ce matin même qu'elle refusait son cousin Perdican. Aimerait-elle un gardeur de dindons? Passons dans mon cabinet. J'ai éprouvé depuis hier des secousses si violentes que je ne puis rassembler mes idées. Trouvez-vous à midi à la petite fontaine? Que veut dire cela? Un refus si positif, si cruel, un orgueil si insensible, et un rendez-vous par-dessus tout. Si c'est pour me parler d'affaires, pourquoi choisir un pareil endroit? Est-ce une coquetterie? Ce matin, en me promenant avec Rosette, j'ai entendu remuer dans les broussailles, et il m'a semblé que c'était un pas de biche. Y a-t-il ici quelque intrigue? Bonjour, cousin. J'ai cru m'apercevoir, à tort ou à raison, que vous me quittiez tristement ce matin. Vous m'avez demandé ma main, malgré moi. Je viens vous demander de me donner la vôtre. Je vous ai refusé un baiser. Le voilà. Maintenant, vous m'aviez dit que vous seriez bien aise de causer de mon amitié. Asseyez-vous là et causons. Ah ben, je fais un rêve, ou en fais-je un autre en ce moment? Vous avez trouvé singulier de recevoir un billet de moi, n'est-ce pas? Je suis d'humeur changeante, mais vous m'avez dit un mot très juste ce matin. Puisque nous nous quittons, quittons-nous, bons amis.
Vous ne savez pas la raison pour laquelle je pars, et je viens vous la dire. Je vais prendre le voile. Est-ce possible? Est-ce toi, Camille, que je vois dans cette petite fontaine, assise sur les marguerites comme au jour d'autrefois? Oui, Père Dican, c'est moi. Je viens revivre un quart d'heure de la vie passée. Je vous ai paru brusque et hautaine. Cela est tout simple. J'ai renoncé au monde. Cependant, avant de le quitter, je serais bien aise d'avoir votre avis. Ai-je raison de me faire religieuse? Ne m'interrogez pas là-dessus. Je ne me ferai jamais moine. Depuis près de 10 ans que nous avons vécu éloignés l'un de l'autre. Vous avez commencé l'expérience de la vie, et je sais que l'homme vous êtes. Et vous devez avoir appris beaucoup de choses en peu de temps, avec un cœur et un esprit comme les vôtres. Dites-moi, avez-vous eu des maîtresses? Pourquoi cela? Répondez-moi, je vous en prie, sans modestie, sans fatuité. J'en ai eu. Les avez-vous aimées? De tout mon cœur. Où sont-elles maintenant, le savez-vous? Voilà en vérité des questions singulières. Que voulez-vous que je vous dise? Je ne suis ni leur mari, ni leur frère. Elles sont allées où bon leur assembler. Il doit nécessairement y en avoir une que vous avez préférée aux autres. Combien de temps avez-vous aimé celle que vous avez aimée le mieux? Tu es une drôle de fille. Veux-tu te faire mon confesseur? C'est une grâce que je vous demande de me répondre sincèrement. Vous n'êtes point un libertin, et je crois que votre cœur a de la probité. Vous avez dû inspirer l'amour, car vous le méritez, et vous ne vous serez pas livré à un caprice. Répondez-moi, je vous en prie. Ma foi, je ne m'en souviens pas. Connaissez-vous un homme qui n'ait aimé qu'une femme? Il y en a certainement. Est-ce un de vos amis? Dites-moi son nom. Je n'ai pas de nom à vous dire, je crois simplement qu'il y a des hommes capables de n'aimer qu'une seule fois. Combien de fois un honnête homme peut-il aimer? Veux-tu me faire réciter une litanie, ou récites-tu toi-même un catéchisme? Je voudrais m'instruire et savoir si j'ai tort ou raison de me faire religieuse. Si je vous épousais, ne devriez-vous pas me répondre avec franchise à toutes mes questions et me montrer votre cœur à nu? Je vous estime beaucoup, et je vous crois par votre éducation et par votre nature supérieure à beaucoup d'autres hommes. Je suis fâchée que vous ne vous souveniez plus de ce que je vous demande. Peut-être, en vous connaissant mieux, je m'en hardirai. Où veux-tu en venir? Parle, je répondrai. Répondez donc à ma première question. Ai-je raison de rester au couvent? Non. Je ferais donc mieux de vous épouser? Oui. Si le curé de votre paroisse soufflait sur un verre d'eau et vous disait que c'est un verre de vin, le boiriez-vous comme tel? Non. Si le curé de votre paroisse soufflait sur vous et me disait que vous m'aimerez toute votre vie, aurais-je raison de le croire? Oui et non. Que me conseillerez-vous de faire le jour où je verrai que vous ne m'aimez plus? Mais de prendre un amant. Que ferai-je ensuite, le jour où mon amant ne m'aimera plus? J'en prendrai un autre. Combien de temps cela durera-t-il? Jusqu'à ce que tes cheveux soient gris, et alors les miens seront blancs. Savez-vous ce que c'est que le cloître, Père Dican? Êtes-vous jamais assis un jour entier sur les bancs d'un monastère de femmes? Oui, je m'y suis assis. J'ai pour amie une sœur qui n'a que 30 ans et qui a eu 500 000 de revenus à l'âge de 15 ans. C'est la plus belle et la plus noble créature qui ait marché sur terre. Elle était pairesse du Parlement et a eu comme mari un des hommes les plus distingués de France. Aucune des nobles facultés humaines n'était restée sans culture en elle. Et comme un arbrisseau d'une sève choisie, tous ces bourgeons avaient donné des ramures. Jamais l'amour et le bonheur ne poseront une couronne fleurie sur un front plus beau. Son mari l'a trompée, elle a aimé un autre homme et elle se meurt de désespoir. Cela est possible. Nous habitons la même cellule et j'ai passé des nuits entières à parler de ses malheurs. Ils sont presque devenus les miens. Cela est singulier, n'est-ce pas? Je ne sais trop comment cela se fait. Quand elle me parlait de son mariage, quand elle me peignait l'ivresse de ses premiers jours, et puis la tranquillité des autres, et comme enfin tout s'était envolé.
comme elle était assise le soir au coin du feu, et lui auprès de la fenêtre sans se dire un seul mot. Comme leur amour avait langui, et comme tous les efforts pour se rapprocher n'aboutissaient qu'à de querelles. C'était moi que je voyais agir tandis qu'elle parlait. Quand elle me disait « là », j'étais heureuse, mon cœur bondissait. Et quand elle ajoutait « là », j'ai pleuré. Mes larmes coulaient. Mais figurez-vous, quelque chose de plus singulier encore. J'avais fini par me créer une vie imaginaire. Cela a duré 4 ans. Il est inutile de vous dire par combien de réflexions, de retours sur moi-même, tout cela est venu. Ce que je voulais vous raconter comme une curiosité, c'est que tous les récits de Louise, toutes les fictions de mes rêves portaient votre ressemblance. Ma ressemblance? À moi? Oui, et cela naturel. Vous étiez le seul homme que j'eusse connu. En vérité, je vous ai aimé, Perdican. Quel âge as-tu? 18 ans. Continue, continue. J'écoute. Il y a 200 femmes dans notre couvent. Un petit nombre de ces femmes ne connaîtra jamais la vie. Et tout le reste attend la mort. Plus d'une parmi elles sont sorties du monastère quand j'en sors aujourd'hui, vierges et pleines d'espérance. Elles sont revenues vieilles et désolées. Tous les jours, il en meurt dans nos dortoirs. Et tous les jours, il en vient des nouvelles prendre la place des mortes sur les matelas de crin. Les étrangers qui nous visitent admirent l'ordre et le calme de notre maison, mais ils regardent attentivement la blancheur de nos voiles et se demandent pourquoi nous les rabaissons sur nos yeux. Que pensez-vous de ces femmes-là, Perdican? Ont-elles tort ou ont-elles raison? Je n'en sais rien. Vous aviez promis de me répondre. J'en suis dispensé tout naturellement. Je ne crois pas que ce soit toi qui parles. Cela se peut. Il doit y avoir dans toutes mes idées des choses très ridicules. Il se peut bien que je ne sois qu'un perroquet mal appris. Il y a dans la galerie un tableau qui représente un moine courbé sur un mécène. À travers les barreaux obscurs de sa cellule glisse un faible rayon de soleil et on aperçoit une locanda italienne devant laquelle danse un chevrier. Lequel de ces deux hommes estimez-vous davantage? Ni l'un, ni l'autre. Et tous les deux, ce sont deux hommes, de chair et d'os. Il y en a un qui danse et un autre qui lit. Voilà tout. Je n'y vois pas autre chose. Tu as raison de te faire religieuse. Vous m'aviez dit non tout à l'heure. Ai-je dit non? Cela est possible. Ainsi, vous me le conseillez? Ainsi, tu ne crois en rien? Lève la tête, Perdican. Quel est l'homme qui ne croit à rien? En voilà un. Je ne crois pas à la vie immortelle. Ces femmes t'ont donné leur expérience. Mais crois-moi, Camille, ce n'est pas la tienne. Tu ne mourras pas sans aimer. Je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir. Je veux aimer d'un amour éternel et faire des serments qui ne se violent pas. Voilà mon amant. Cet amant-là n'exclut pas les autres. Pour moi, du moins, il les exclura. Ne souriez pas, Perdican. Il y a 10 ans que je ne vous ai vu, et je pars demain. Dans 10 autres années, peut-être, si nous nous revoyons, nous en reparlerons. Je n'ai pas voulu rester dans votre souvenir une froide statue, car l'insensibilité mène au point où j'en suis. Écoutez-moi, retournez à la vie. Et tant que vous serez heureux, tant que vous aimerez comme on peut aimer sur terre, oubliez votre sœur Camille. Mais s'il vous arrive d'être oublié, ou d'oublier vous-même, si l'ange de l'espérance vous abandonne, lorsque vous serez seul, avec le vide dans le cœur, pensez à moi, qui prierai pour vous. Tu es une orgueilleuse. Pourquoi? Prends garde à toi. Tu as 18 ans et tu ne crois pas à l'amour. Y croyez-vous, vous qui parlez? Vous voilà courbé près de moi avec des genoux qui se sont usés sur les tapis de vos maîtresses. Et vous n'en savez plus le nom. Vous avez pleuré des larmes de joie et des larmes de désespoir, mais vous savez que l'eau des sources est plus constante que vos larmes et qu'elle serait toujours là pour laver vos paupières gonflées. Vous faites votre métier de jeune homme et vous souriez quand on vous parle de femmes désolées. Vous ne croyez pas qu'on puisse mourir d'amour, vous qui vivez et qui avez aimé.
Qu'est-ce donc que le monde? Il me semble que vous devez cordialement mépriser les femmes qui vous prennent telles que vous êtes et qui chassent leur dernier amant pour vous attirer dans leurs bras avec des baisers d'un autre sur les lèvres. Je vous ai demandé tout à l'heure si vous avez aimé. Vous m'avez répondu comme un voyageur à qui l'on demanderait s'il a été en Italie ou en Allemagne et qui dirait oui, j'y étais, et qui penserait aller en Suisse dans le premier pays venu. Est-ce donc une monnaie que votre amour pour qu'elle puisse passer ainsi de main en main jusqu'à la mort? Non, ce n'est même pas une monnaie, car la plus mince pièce d'or vaut mieux que vous, et dans quelques mains qu'elle passe, elle garde son effigie. Que tu es belle, Camille, quand tes yeux s'animent. Je suis belle, je le sais. Les complimenteurs ne m'apprendront rien. La froide nonne qui coupera mes cheveux pâlira peut-être de sa mutilation. Mais ils ne changeront pas en bagues et en chaînes pour courir les boudoirs. Il n'en manquera pas un seul sur ma tête lorsque le fer y passera. Je ne veux qu'un coup de ciseau, et lorsque le prêtre qui me bénira me mettra au doigt l'anneau d'or de mon époux céleste, la mèche de cheveux que je lui donnerai pourra lui servir de manteau. Tu es en colère, en vérité. J'ai eu tort de parler. J'ai ma vie entière sur les lèvres. Ne raillez pas, Perdican. Tout cela est triste à mourir. Pauvre enfant. Je te laisse parler et j'ai bien envie de te répondre. Tu me parles d'une religieuse qui semble avoir eu sur toi une influence funeste. Tu me dis qu'elle a aimé, qu'elle a été trompée, qu'elle a trompé elle-même et qu'elle se meurt de désespoir. Es-tu sûr que si son mari ou son amant revenait, lui tendre la main à travers les barreaux de son parloir, elle ne lui tendrait pas la sienne? Que dites-vous? J'ai mal entendu. Es-tu sûr que si son mari ou son amant revenait, lui dire de souffrir encore, elle lui dirait non? Je le crois, je le crois. Il y a 200 femmes dans ton couvent, et la plupart d'entre elles ont au fond du cœur une blessure profonde. Elles te les ont fait toucher, et elles ont coloré ta pensée virginale des gouttes de leur sang. Elles ont vécu, n'est-ce pas? Et elles t'ont montré avec horreur la route de leur vie. Tu t'es signé devant leurs cicatrices, comme devant les plaies de Jésus. Elles t'ont fait une place dans leur procession lugubre, et tu te serres contre ces corps décharnés lorsque tu vois passer un homme. Es-tu sûr que si l'homme qui passe était celui qui les a trompées, celui pour qui elles souffrent, pour qui elles pleurent, celui qu'elles maudissent en priant Dieu, es-tu sûr qu'en le voyant, elles ne se déféraient pas de leur chaîne pour aller courir à leur malheur passé et pour aller serrer leur poitrine sanglante contre le poignard qui les a meurtris? Oh mon enfant, sais-tu le rêve de ces femmes qui te disent de ne pas rêver? Sais-tu quel nom elles murmurent lorsque les sanglots qui sortent de leurs lèvres font trembler les hosties qu'on leur présente? Elles qui viennent s'asseoir près de toi pour verser dans tes oreilles leur vieillesse flétrie, elles qui font sonner dans les ruines de ta jeunesse le tocsin de leur désespoir et qui font sentir à ton sang vermeil la fraîcheur de leur tombe. Sais-tu qui elles sont? Vous me faites peur. La colère vous prend aussi. Sais-tu ce que c'est que des nonnes, malheureuses filles? Elles qui te présentent l'amour des hommes comme un mensonge. Savent-elles qu'il y a pire encore? Le mensonge de l'amour divin? Savent-elles que c'est un crime qu'elles font que de venir chuchoter à une vierge des paroles de femme? Comme elles t'ont fait la leçon. Comme j'avais prévu tout cela quand je t'ai vu t'arrêter devant le tableau de notre vieille tante. Tu voulais partir sans me serrer la main. Tu ne voulais revoir ni ces champs, ni cette pauvre petite fontaine qui nous regarde tout en larmes. Tu reniais les jours de ton enfance, et le masque de plâtre que les froides nonnes t'avaient plaqué sur la joue me refusait un baiser de frère. Mais ton cœur, abattu, il n'a pas retenu sa leçon, lui qui ne sait pas lire, et tu es revenu t'asseoir sur l'herbe où nous voilà. Ces femmes ont très bien parlé, elles t'ont mise dans le vrai chemin. Cela pourra me coûter le bonheur de ma vie, mais dis-leur cela de ma part. Le ciel n'est pas pour elles. Ni pour moi, n'est-ce pas? Adieu, Camille.
retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres, si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent malheureux et souvent blessé, mais on s'aime. Et lorsqu'on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souvent souffert, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » Indépendamment de votre ivrognerie, vous êtes un bel ivre, maître Blasius. Mes valets vous voient entrer furtivement dans l'office, et quand vous êtes persuadé d'avoir volé mes bouteilles de la manière la plus pitoyable, vous croyez vous justifier en accusant ma nièce d'une correspondance secrète. Mais monseigneur, veuillez vous rappeler que... Sortez, monsieur l'abbé, et ne reparaissez jamais devant moi. Il est déraisonnable d'agir comme vous faites, et ma gravité m'oblige à ne vous pardonner de ma vie. Seigneur, Seigneur, Seigneur! Je voudrais bien savoir si je suis amoureux. D'un côté, cette manière d'interroger est tant soit peu cavalière pour une jeune fille de 18 ans. D'un autre côté, les idées que ces nonnes lui ont fourrées dans la tête auront de la peine à se corriger. De plus, elle doit partir aujourd'hui. Oh diable, je l'aime, cela est sûr. Après tout, qui sait? Peut-être elle répétait une leçon. D'ailleurs, il est clair qu'elle ne se soucie pas de moi. D'une autre part, elle a beau être jolie, cela n'empêche qu'elle ait un ton trop brusque et une manière beaucoup trop décidée. Je n'ai qu'à plus y penser. Il est clair que je ne l'aime pas. Cela m'empêche qu'elle est jolie. Mais pourquoi cette conversation d'hier ne veut-elle pas me sortir de la tête? En vérité, j'ai passé la nuit à radoter. Où vais-je donc? Ah, je vais au village. Que font-ils maintenant? Hélas, voilà midi. Ils sont à table. Que mangent-ils? Que ne mangent-ils pas? J'ai vu la cuisinière traverser le village avec un énorme dindon. J'ai porté les truffes et un panier à raisin. Oh, disgrâce imprévue. On l'a chassé du château. Par conséquent, de la salle à manger. Je ne pourrai plus le vin de l'office. Je ne verrai plus fumer les flammes. Je ne chaufferai plus au feu de la noble cheminée mon ventre copieux.
Pourquoi une fatale curiosité m'a-t-elle poussé à écouter le dialogue de Dame Pluche et de la nièce? Pourquoi ai-je rapporté au baron ce que j'avais entendu? Pourquoi un vain orgueil m'a-t-il éloigné de ce dîner honorable où j'étais si bien accueilli? Que m'importait d'être à droite ou à gauche? Hélas, j'étais gris, il faut en convenir, lorsque j'ai fait cette folie. Hélas, le vin m'avait monté à la tête quand j'ai commis cette imprudence. Il me semble que voilà le curé. C'est le gouverneur en personne. Monsieur le curé, que faites-vous là? Moi, je vais dîner. N'y venez-vous pas? Pas aujourd'hui, hélas. Maître Briden, intercédez pour moi. Le baron m'a chassé. J'ai accusé faussement mademoiselle Camille d'avoir une correspondance secrète. Cependant, Dieu m'est témoin que j'ai vu, ou que j'ai cru voir, Dame Pluche dans la luzerne. Je suis perdu, monsieur le curé. Que m'apprenez-vous là? Hélas, hélas, la vérité. Je suis en disgrâce complète pour avoir volé une bouteille. Que parlez-vous, monsieur? De bouteilles volées à propos d'une luzerne et d'une correspondance? Je vous supplie de plaider ma cause, Seigneur Briden. Je suis honnête homme. Oh, digne Seigneur Briden, je suis votre serviteur. Oh, fortune, est-ce un rêve? Je serai donc assis sur toi. Oh, chaise bienheureuse. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir écouter mon histoire et de bien vouloir m'excuser. Brave Seigneur, cher curé. Cela m'est impossible, monsieur. Il est midi sonné et je m'en vais dîner. Si le baron se plaint de vous, c'est votre affaire. Je n'intercède point pour un ivrogne. Vite, je vous prie. Et toi, mon ventre, arrondis-toi. Misérable Pluche, c'est toi qui paieras pour tous. Oui, c'est toi qui es la cause de ma ruine. Femme déhontée, vile entremetteuse, c'est à toi que je dois cette disgrâce. Au Sainte Université de Paris, on me traite d'ivrogne. Je suis perdu si je ne saisis une lettre et si je ne prouve au baron que sa nièce a une correspondance. Je l'ai vu ce matin écrire à son bureau. Patience. Voici du nouveau. Pluche, donnez-moi cette lettre. Que signifie cela? C'est une lettre de ma maîtresse que je vais mettre au château, à la poste, au village. Moi, vous êtes morte. Moi, morte? Morte? Marie-Jésus, Vierge et martyr. Oui, Pluche morte. Donnez-moi ce papier. Que faites-vous, Blasus? Pourquoi violenter cette femme? Rendez-moi la lettre. On me l'a pris, Seigneur. Justice. Une entremetteuse, Seigneur. Ceci est un billet doux. C'est une lettre de Camille, Seigneur, de votre fiancé. Un billet doux, un gardeur de dinde. Qui en a menti, l'abbé. Apprends cela de moi. Donnez-moi cette lettre. Je ne comprends rien à notre dispute. Mais en qualité de fiancé de Camille, je m'arroge le droit de la lire. À la sœur Louise, au couvent de... Mais quelle maudite curiosité me saisit malgré moi. Mon cœur bat avec force et je ne sais ce que j'éprouve. Retirez-vous, Dame Pluche. Vous êtes une digne femme et Maître Blasus est un sot. Allez dîner! Ne vous inquiétez pas, je me charge de mettre cette lettre à la poste. Que ce soit un crime d'ouvrir cette lettre, je le sais trop bien pour le faire. Mais que peut donc écrire Camille à cette sœur? Suis-je donc amoureux? Quel empire a donc pris sur moi cette singulière fille pour que les 3 mots écrits sur cette lettre me fassent trembler la main? Cela est singulier. En se débattant avec Dame Pluche, Maître Blasius a fait sauter le cachet. Est-ce un crime de rompre le pli? Bon, je n'y changerai rien. Je pars aujourd'hui, ma chère, et tout est arrivé comme je l'avais prévu. C'est une terrible chose, mais ce pauvre jeune homme a le poignard dans le cœur.
il ne se consolera pas de m'avoir perdu. Cependant, j'ai fait tout au monde pour le dégoûter de moi. Dieu me pardonnera de l'avoir réduit au désespoir par mon refus. Hélas, ma chère, que pouvais-je y faire? Priez pour moi. Nous nous reverrons demain et pour toujours, tout à vous du meilleur de mon âme, Camille. Est-ce possible? Camille écrit cela. C'est de moi qu'elle parle ainsi. Moi, au désespoir de son refus. Si cela était vrai, on le saurait. Et quelle honte peut-il y avoir à aimer? Elle a tout fait pour me réduire au désespoir et pour me dégoûter d'elle, dit-elle. J'ai le poignard dans le cœur. Mais quel intérêt peut-elle avoir à inventer un roman pareil? Cette pensée que j'avais cette nuit est-elle donc vraie? Oh, femme. Cette fille a peut-être une grande piété, et c'est de bon cœur qu'elle se donne à Dieu, mais elle a résolu et décrété qu'elle me laisserait au désespoir. Cela était convenu entre deux bonnes amies avant de partir du couvent. On a décidé que Camille viendrait, qu'elle rencontrerait son cousin, qu'on le lui voudrait faire épouser, qu'elle refuserait et que le cousin serait désolé. Cela est si intéressant. Une jeune fille qui fait à Dieu le sacrifice du bonheur de son cousin. Non. Non, Camille. Je ne t'aime pas. Je ne suis pas au désespoir. Je n'ai pas le poignard dans le cœur. Et je te le prouverai. Oui. Tu sauras, avant que tu partes d'ici, que j'en aime une autre. Voilà, brave femme. Allez au château et apportez à la cuisine pour mademoiselle Camille le billet que voici. Oui, monseigneur. Ah. Je suis au désespoir. Maintenant, à l'autre. Hola! Rosette! Rosette! C'est vous, monseigneur? Entrez, ma mère y est. Va-t'en vite mettre ton plus beau brelet et viens avec moi. Où donc? Je te le dirai. Demande la permission à ta mère, mais dépêche-toi. Oui, monseigneur. J'ai demandé un nouveau rendez-vous à Camille et je suis sûr qu'elle y viendra. Mais par le ciel, elle n'y trouvera pas ce qu'elle pensera y trouver. Je vais faire la cour à Rosette devant Camille elle-même. Mademoiselle! 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 Je vais au château porter une lettre pour vous. Faut-il que je vous la donne ou que je le remette à la cuisine, comme il a dit le seigneur Perdico? Donne-la-moi. Si vous avez mieux que je le porte au château, ce n'est pas la peine de m'attarder. Je te dis de me la donner. Ce qui vous plaira. Voilà pour ta peine. Grand merci, je m'en vais, n'est-ce pas? Si tu veux, si tu veux. Je m'en vais, je m'en vais. Perdican me demande de lui dire adieu près de la petite fontaine où je l'ai fait venir hier. Que peut-il avoir à me dire? Voilà justement la fontaine, et j'y suis arrivée. Dois-je accorder ce second rendez-vous? Voilà justement Perdican qui avance avec Rosette, ma sœur de lait. Je suppose qu'il va la quitter. Je suis bien nette de n'avoir pas l'air d'arriver la première. Que veut dire cela? Il a fait asseoir à côté de lui. Me demande-t-il un rendez-vous pour y venir causer avec une autre? Je suis curieuse de savoir ce qu'il lui dit. Je t'aime, Rosette. Toi seul, tu te souviens de nos beaux jours passés. Toi seul, tu n'as pas oublié notre vie d'autrefois. Prends ta part de ma vie nouvelle. Donne-moi ton cœur, Rosette. Voilà le gage de notre amour. Vous me donnez votre chaîne d'or? Regarde à présent cette bague. Lève-toi et approchons-nous de cette fontaine.
Nous vois-tu, tous les deux, dans la source, appuyés l'un sur l'autre? Vois-tu tes beaux yeux près des miens et ta main dans la mienne? Regarde tout cela s'effacer. Regarde, notre image a disparu. La voilà qui revient peu à peu. L'eau qui s'était troublée reprend son équilibre. Elle tremble encore et de grands cercles noirs courent à sa surface. Patience, nous reparaissons. Déjà, je distingue à nouveau tes bras enlacés dans les miens. Encore une minute et il n'y aura plus une ride sur ton joli visage. Regarde, c'était une bague que m'avait donnée Camille. Il a jeté ma bague dans l'eau. Sais-tu ce que c'est que l'amour, Rosette? Écoute, le vent se tait. La pluie du matin roule en perles sur les feuilles que le soleil ranime. Par la lumière du ciel, par le soleil que voilà, je t'aime. Tu veux bien de moi, n'est-ce pas? On n'a pas flétri ta jeunesse. On n'a pas infiltré dans ton sang les restes d'un sang vermeil. Tu ne veux pas te faire religieuse. Te voilà jeune et belle dans les bras d'un jeune homme. Rosette, sais-tu ce que c'est que l'amour? Hélas, monsieur le docteur, je vous aimerais comme je pourrais. Oui, comme tu pourras. Et tu m'aimeras mieux, toute paysanne que tu es et tout docteur que je suis, que ces pâles statues fabriquées par les nonnes qui ont la tête à la place du cœur et qui sortent de leur cloître pour venir répandre dans la vie l'atmosphère humide de leurs cellules. Tu ne sais rien. Tu ne lirais pas dans un livre la prière que ta mère t'a apprise, comme elle l'a apprise de sa mère. Tu ne comprends même pas le sens des paroles que tu répètes, mais quand tu t'agenouilles près de ton lit, tu sais que tu pries. Et c'est tout ce qu'il faut à Dieu. Comme vous me parlez, monseigneur. Tu ne sais pas lire, mais tu sais ce qu'enseignent ces bois et ces forêts, ces tièdes rivières et ces champs couverts de moissons, toute cette nature splendide. Tu reconnais tous ces milliers de frères, et moi, pour l'un d'entre eux. Lève-toi. Tu seras ma femme, et nous prendrons racine ensemble dans la sève du monde tout-puissant. Il se passe assurément quelque chose d'étrange au château. Camille a refusé d'épouser Barbicane. Elle doit retourner aujourd'hui au couvent dont elle est venue. Mais je crois que le seigneur, son cousin, s'est consolé avec Rosette. Hélas, la pauvre fille ne sait pas quel danger elle court en écoutant les paroles d'un jeune et galant seigneur. Vite, vite, qu'on scelle mon âne. Passerez-vous comme un songe léger aux vénérables dames? Allez-vous si promptement enfourcher de Rechef cette pauvre dame qui est si triste de vous porter? Dieu merci, chère canaille, je ne mourrai pas ici. Mourrez au loin, Pluche, mamie. Mourrez inconnue dans un caveau malsain. Nous ferons des vœux pour votre respectable résurrection. Voici ma maîtresse qui s'avance. Chère Camille, tout est prêt pour notre départ. Le baron a rendu ses comptes et mon âne est batté. Allez au diable, vous et votre âne. Je ne partirai pas aujourd'hui. Que veut dire ceci? Dame Pluche est pâle de terreur. Ses faux cheveux tentent de se hérisser. Sa poitrine siffle avec force et ses doigts s'allongent en se crispant. Seigneur Jésus, Camille a juré. En particulier, votre fils
fait la cour à une fille du village. C'est absurde, mon ami. Je l'ai vu distinctement passer dans la bruyère, en lui donnant le bras. Il se penchait à son oreille et lui promettait de l'épouser. Mais cela est monstrueux. Soyez-en convaincus. Il lui a fait un présent considérable que la petite a montré à sa mère. Au ciel, considérable, Briden. En quoi considérable? Pour le poids et pour la conséquence. C'est la chaîne d'or qu'il porte autour de son bonnet. Passons dans mon cabinet. Je ne sais à quoi m'en tenir. Il a pris ma lettre, dites-vous? Oui, mon enfant, il s'est chargé de la mettre à la poste. Allez donc au salon d'un plus, faites-moi le plaisir de dire à Perdican que je l'attends ici. Il a lu ma lettre, cela est certain. Sa scène de la fontaine est une vengeance, comme son amour pour Rosette. Il a voulu me prouver qu'il en aimait une autre que moi, et jouer l'indifférent malgré son dépit. Est-ce qu'il m'aimerait par hasard? Es-tu là, Rosette? Oui. Puis-je entrer? Écoute-moi, mon enfant. Le seigneur Perdican ne te fait-il pas la cour? Hélas, oui. Que penses-tu de ce qu'il t'a dit ce matin? Ce matin. Où donc? Ne fais pas hypocrite. Ce matin, à la fontaine, dans le petit bois. Vous m'avez donc vu? Pauvre innocente, non. Je ne t'ai pas vue. Il t'a fait de beaux discours, n'est-ce pas? Gageons qu'il t'a promis de t'épouser. Comment le savez-vous? Qu'importe comment je le sais. Crois-tu à ses promesses, Rosette? Comment n'y croirais-je pas? Il me tromperait donc? Pourquoi faire? Perdican ne t'épousera pas, mon enfant. Hélas, je n'en sais rien. Tu l'aimes, pauvre fille. Il ne t'épousera pas, et la preuve, je vais te la donner. Rentre derrière ce rideau. Tu n'auras qu'à prêter l'oreille et à venir quand je t'appellerai. Moi, qui croyais faire un acte de vengeance, ferais-je un acte d'humanité? La pauvre fille a le cœur pris. Bonjour, cousin. Asseyez-vous. Quelle toilette, Camille! À qui en voulez-vous? À vous, peut-être. Je ne suis pas bien sûre que je ne suis pas venue ce matin à la fontaine. Voilà, sur ma vie, un petit mensonge assez grand pour un agneau sans tache. Je l'ai vu caché derrière un arbre écouter la conversation. Je n'ai rien à vous dire qu'un adieu, Camille. Je pensais que vous partiez aujourd'hui. Cependant, votre cheval est scellé et vous n'avez pas l'air d'être en robe de voyage. J'aime la discussion. Je ne suis pas bien sûre de n'avoir eu encore envie de me quereller avec vous. À quoi bon se quereller si le raccommodement est impossible? Le plaisir des disputes, c'est de faire la paix. Êtes-vous sûr que je ne vais pas la faire? Ne raillez pas, Camille. Je ne suis pas de force à vous répondre. Je voudrais qu'on me fît la cour. Je ne sais si que j'ai une robe neuve et j'ai envie de m'amuser. Vous m'avez proposé d'aller au village. Allons-y, je veux bien. Mettons-nous en bateau. J'ai envie d'aller dîner sur l'herbe ou de faire une promenade dans la forêt. Fera-t-il clair de lune ce soir? Cela est singulier. Vous n'avez plus
au doigt la bague que je vous ai donnée. Je l'ai perdue. C'est donc pour cela que je l'ai trouvée. Tenez, la voilà. Est-ce possible? Où l'as-tu trouvée? Vous regardez si mes mains sont mouillées, n'est-ce pas? En vérité, j'ai gâté ma robe de couvent pour retirer ce petit hochet de la fontaine. Voilà pourquoi j'en ai mis une autre, et je vous dis, cela m'a changé. Mettez donc cela à votre doigt. Tu as retiré cette bague de l'eau, Camille, au risque de te précipiter? Est-ce un songe? La voilà. C'est toi qui me la mets au doigt. Et pourquoi me le rends-tu, ce triste gage d'un amour qui n'est plus? Parle, coquette et imprudente fille, pourquoi? Pourquoi pars-tu? Pourquoi restes-tu? Pourquoi, d'une heure à l'autre, changes-tu de couleur et d'apparence, comme la pierre de cette bague à chaque rayon de soleil? Connaissez-vous le cœur des femmes, Père Dican? Êtes-vous sûr de leur inconstance? Et savez-vous si elles changent réellement de pensée en changeant quelquefois dans leur gage? Il y en a qui disent non. Sans doute, il nous faut souvent mentir, souvent jouer un rôle. Vous voyez que je suis franche. Mais êtes-vous sûr que tout monte dans une femme lorsque ça l'envant? Avez-vous bien réfléchi sur la nature de cet être, faible et violent, la rigueur avec laquelle on le juge, aux principes qu'on lui impose, et qui s'est si forcé à tromper le monde? La tête de ce petit être sans cervelle ne peut pas y prendre plaisir, et mentir parfois par passe-temps, par folie, comme elle ment par nécessité. Je n'entends rien à tout cela, et je ne mens jamais. Je t'aime, voilà tout ce que je sais. Vous m'aimez, et vous dites que vous ne mentez jamais? Jamais. En voilà une qui dit pourtant que cela vous arrive quelquefois. Que répondrez-vous à cet enfant lorsqu'elle vous demande de vos paroles? Si vous ne mentez jamais, d'où vient donc qu'elle s'est évanouie au entendre dire que vous m'aimez? Je la laisse avec elle, tâchez de la faire revenir. Un instant, Camille, écoute-moi. Que voulez-vous dire? C'est à Rosette qu'il faut parler. Je ne vous aime pas, moi. Je n'ai pas été chercher par dépit cette malheureuse enfant au fond de sa chaumière pour en faire un appât, un jouet. Je n'ai pas répliqué imprudemment des paroles brûlantes adressées à une autre. Je n'ai pas faim de jeter pour elle le souvenir d'une amitié chérie. Je ne lui ai pas mis la chaîne au cou. Je ne lui ai pas dit que je l'épouserais. Écoute-moi, écoute-moi. N'as-tu pas souri tout à l'heure quand je t'ai dit que je n'ai pas pu aller à la fontaine? Eh bien oui, j'y étais, et j'ai tout entendu. Mais Dieu m'en est témoin. Je ne voudrais pas y avoir parlé comme toi. Que feras-tu maintenant de cet enfant lorsqu'elle viendra te montrer en pleurant la blessure que tu as faite? Tu as voulu te venger de moi, n'est-ce pas, et me punir d'une lettre adressée à mon couvent? Tu as voulu me lancer à tout prix quelque traite qui pût m'atteindre, et tu comptais pour rien. Puis ta flèche empoisonnée traversa 7 enfants, pourvu qu'elle me frappât derrière elle. Cela t'a blessé de ton humble orgueil? Eh bien, apprends-le de moi. Tu m'aimes, entends-tu? Mais tu épouseras cette fille où tu n'es qu'un lâche. Oui, je l'épouserai. Et tu feras bien. Très bien. Et beaucoup mieux qu'en t'épousant toi-même. Cette fille s'est évanouie, nous la ferons bien revenir. Il ne faut pour cela qu'un flacon de vinaigre. Tu as voulu me prouver que j'ai menti une fois dans ma vie. Cela est possible, mais je te trouve bien hardi de vouloir décider à quel instant. Bien, aide-moi à secourir Rosette. Employez votre autorité. Je deviendrai fou et je refuserai mon consentement. Voilà qui est certain. Vous devriez le parier et lui faire entendre raison. Cela me jettera dans le désespoir pour tout le carnaval. Je ne paraîtrai pas une fois à la cour. C'est un mariage disproportionné. Jamais on n'a entendu parler d'épouser la sœur de lait de sa cousine. Cela dépasse toute espèce de borne. Faites-le appeler, dites-lui nettement que ce mariage vous déplaît. Croyez-moi, c'est une folie, il ne résistera pas. Je serai vêtu de noir cet hiver, tenez-le pour assuré. Mais parlez-lui au nom du ciel, c'est un coup de tête qu'il a fait. Peut-être qu'il n'est déjà plus le temps. S'il en a parlé, il le fera. Je vais me retirer pour m'abandonner à ma douleur. Dites-lui, s'il me demande, que je me retire
pour m'abandonner à ma douleur de le voir épouser une fille sans nom. N'y a-t-il pas un homme de cœur ici? En vérité, quand on en cherche, on est effrayé de sa solitude. Eh bien, cousin, à quand le mariage? Le plus tôt possible. J'ai déjà parlé au curé, au notaire et à tous les paysans. Vous comptez donc réellement que vous épouserez Rosette? Assurément. Qu'en dira votre père? Tout ce qu'il voudra. Il me plaît d'épouser cette fille. C'est une idée que je vous dois et je m'y tiens. Faut-il vous répéter les lieux communs les plus rebattus sur sa naissance et sur la mienne? Elle est jeune, elle est belle, et elle m'aime. Voilà tout ce qu'il faut pour me rendre 3 fois heureux. Qu'elle ait de l'esprit ou qu'elle n'en ait pas, j'aurais pu trouver pire. On criera, on raillera, et je m'en lave les mains. Il n'y a là rien de risible. Vous faites très bien de l'épouser. Mais je suis fâchée pour vous d'une chose. C'est qu'on dira que vous l'avez fait par dépit. Vous êtes fâché de cela. Ah, quel nom. Si, j'en suis vraiment fâchée. Cela fait du tort à un jeune homme de ne pouvoir résister à un moment de dépit. Soyez-en donc fâchés. Quant à moi, cela m'est bien égal. Mais vous n'y pensez pas. C'est une fille de rien. Elle sera donc de quelque chose lorsqu'elle sera ma femme. Elle vous ennuiera avant que le notaire ait mis son habit neuf et ses souliers pour venir ici. Le cœur vous lèvera au repas des noces. Et le soir de la fête, vous lui ferez couper les mains et les pieds comme dans les contes arabes parce qu'elle sentira le ragoût. Ah, vous verrez que non. Vous ne me connaissez pas. Quand une fille est douce et sensible, franche, bonne et belle, je suis capable de me contenter de cela. Oui, jusqu'à ne pas me soucier de savoir si elle parle le latin. Il est à regretter qu'on ait dépensé tant d'argent pour vous l'apprendre. 3000 écus de perdus. On aurait mieux fait de les donner aux pauvres. C'est vous qui vous en chargerez, pour moi, pour les pauvres d'esprit. Oui, et ils me donneront en échange le royaume des cieux, car il est à eux. Combien de temps durera cette plaisanterie? Quelle plaisanterie? Votre mariage avec Rosette. Ah, bien peu de temps. Dieu n'a pas fait de l'homme une œuvre de longue durée, 30 ou 40 ans, tout au plus. Je suis curieuse de danser à vos noces. Écoutez-moi, Camille, voilà un ton de persiflage qui est hors de propos. Il me plaît trop pour que je le quitte. Je vous quitte donc moi-même, car j'en ai tout à l'heure assez. Allez-vous chez votre épousée? Oui, j'y vais de ce pas. Donnez-moi donc le bras, j'y vais aussi. Ah, te voilà, mon enfant. Viens, je veux te présenter à mon père. Monseigneur, je viens vous demander une grâce. Tous les gens du village à qui j'ai parlé ce matin m'ont dit que vous aimiez votre cousine et que vous ne me faites la cour que pour vous divertir tous deux. On se moque de moi quand je passe et je ne pourrai plus trouver de mari dans ce pays après avoir servi de risée pour tout le monde. Permettez-moi de vous rendre le collier que vous m'avez donné et de vivre en paix chez ma mère. Tu es une bonne fille, garde ce collier, c'est moi qui te le donne. Mon cousin prendra le mien à la place. Quant à Marie, n'en sois pas embarrassé, je m'occupe de t'en trouver un. Cela n'est pas difficile, en effet. Viens, je veux te mener à mon père. Pourquoi? Cela est inutile. Oui, vous avez raison. Mon père nous recevrait mal. Il faut laisser passer le premier moment de surprise qu'il a éprouvé. Viens, nous retournerons sur la place. Je trouve plaisant qu'on dise que je ne t'aime pas quand je t'épouse. Ah, allons, nous les ferons bien taire. Que se passe-t-il donc en moi? Il a emmené d'un air bien tranquille. Est-ce qu'il l'épouserait tout de bon? Oh là, Dame Pluche, n'a-t-il personne ici? Courez après le seigneur Perdican et dites-lui vite qu'il remonte ici, j'ai à lui parler. Mais qu'est-ce donc tout cela? Je n'en puis plus. Les pieds refusent de me soutenir. Vous m'avez demandé, Camille? Non, non. En vérité, vous voilà pâle.
Qu'avez-vous à me dire? Vous m'avez fait rappeler pour me parler. Non, ô Seigneur Dieu. M'avez-vous abandonné, ô mon Dieu? Vous le savez, lorsque je suis venue, j'avais juré de vous rester fidèle. Quand j'ai refusé de devenir l'épouse d'un autre, j'ai cru parler sincèrement devant vous et ma conscience. Vous le savez, mon père, pourquoi ne voulez-vous donc plus de moi? Pourquoi faites-vous mentir la vérité elle-même? Pourquoi suis-je si faible? Oh malheureuse, je ne puis plus prier. Orgueil. Le plus fatal des conseillers humains. Qu'es-tu venu faire entre cette fille et moi? La voilà pâle et effrayée qui presse sur les dalles insensibles son cœur et son visage. Elle aurait pu m'aimer et nous étions nés l'un pour l'autre. Qu'es-tu venu faire sur nos lèvres, orgueil, lorsque nos mains allaient se joindre? Qui m'a suivi? Qui parle sous cette voûte? Est-ce toi, Perdican? Insensés que nous sommes, nous nous aimons. Quel songe avons-nous fait, Camille? Quelle vaine parole, quelle misérable folie ont passé comme un vent funeste entre nous deux. Lequel de nous a voulu tromper l'autre? Hélas, la vie est elle-même un si pénible rêve. Pourquoi encore y mêler les nôtres? Oh mon Dieu! Le bonheur est une perle si rare dans cet océan d'ici-bas. Tu nous l'avais donné, pécheur céleste. Tu l'avais tiré pour nous des profondeurs de l'abîme. Et nous, enfants gâtés que nous sommes, nous en avons fait un jouet. Le vert sentier qui nous amenait l'un vers l'autre avait une pente si douce. Il était entouré de buissons si fleuris et il se perdait dans un si tranquille horizon. Il se perdait dans un si tranquille horizon. Eh bien, il a bien fallu que la vanité, la colère et le bavardage vinssent jeter leurs rochers informes sur cette route céleste qui nous aurait menés vers toi en un seul baiser. Il a bien fallu que nous nous fissions du mal, car nous sommes des hommes. Oh, insensé. Nous nous aimons. Oui, nous nous aimons, Perdican. Laisse-moi le sentir sur ton cœur. Ce Dieu qui nous regarde ne s'en enfoncera pas. Il veut que je t'aime. Il y a 15 ans qu'il le sait. Cher enfant, tu es à moi. C'est la voix de ma sœur de lait. Comment est-elle ici? Je l'avais laissée dans l'escalier quand tu m'as fait rappeler. Il faut donc qu'elle m'ait suivi sans que je le sache. Entrons dans cette galerie, c'est là qu'on a crié. Je ne sais ce que j'éprouve. Il me semble que mes mains sont couvertes de sang. La pauvre fille nous a sans doute pieds. Elle s'est encore évanouie. Viens, apportons du secours. Hélas, tout cela est cruel. Non, en vérité, je n'y entrerai pas. Je sens un froid mortel qui me paralyse. Vas-y, Camille, tâche de la ramener. Je vous en supplie, mon Dieu. Ne faites pas de moi un meurtrier. Vous voyez bien ce qui se passe. Nous sommes deux enfants insensés. Nous avons joué avec la vie et la mort. Mais notre cœur est pur. Ne tuez pas Rosette. Dieu juste. Je lui trouverai un mari. Je réparerai ma faute. Elle est jeune, elle sera riche, elle sera heureuse. Je vous en supplie, mon Dieu, vous pouvez encore bénir 4 de vos enfants. Ne faites pas cela. Alors, Camille, qu'y a-t-il? Elle est morte. Adieu, Perdican.